C'est un élève qui décroche ou un élève qui se trouve en échec scolaire. C'est un élève qui, la FEV le dit souvent, d'année en année, est un élève qui a rompu un lien avec l'éducation nationale, avec l'école. Alors, naturellement, on s'est suffisamment penché sur ce phénomène de décrochage scolaire ou d'échec scolaire pour savoir que ces causes sont multiples. Et c'est tout le sens de notre action contre le décrochage, que d'avoir voulu agir sur différents facteurs, à la fois avant le décrochage, pendant et après. Vous le savez, nous commençons à obtenir des résultats sur ce sujet. En 2008, quand la FEV s'était mobilisée pour la première journée de refus de l'échec scolaire, c'était 150 000 jeunes qui quittaient le système scolaire sans qualification. L'année dernière, lorsque nous avons fait le point sur ces chiffres, nous avons établi qu'ils étaient 110 000 à quitter le système scolaire sans qualification chaque année. C'est encore beaucoup trop, bien sûr, mais c'est un encouragement à poursuivre et à amplifier notre action, et j'aurai l'occasion dans quelques semaines de revenir avec des chiffres plus actualisés qui démontrent que cette action, lorsqu'elle est conduite avec constance, eh bien, elle produit des effets qui vont vraiment dans le bon sens. Alors j'en viens au numérique. Le numérique parce qu'il tend entre nous et les autres un véritable réseau, parce qu'il existe une profonde appétence des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs pour le numérique. Il pourrait être tentant d'en faire le principal instrument de la lutte contre l'échec scolaire. Mais bien sûr, et votre enquête le démontre, comme votre table ronde, il faut se garder des solutions simplistes et réductrices. Il serait vain de considérer le numérique comme un remède miracle qui éliminerait l'échec scolaire sans peine, à condition d'en prendre 3 gouttes par jour. Et je veux vous rassurer, nous n'avons jamais eu cette optique-là à l'éducation nationale. Il serait tout aussi vain de considérer le numérique comme, je l'entends parfois, un gouffre qui s'ouvre devant l'école et qui précipiterait les savoirs, la culture et l'enseignement vers une déchéance sans fin. Ce qui est marrant, c'est que quand on creuse un peu, on se rend compte que ces craintes, elles ne sont pas l'apanage du numérique. Face à des révolutions comme l'écriture ou l'imprimerie, des réticences et des inquiétudes se sont toujours manifestées. Platon, dans Phèdre, exprimait la crainte de Socrate devant le développement de la lecture comme substitut aux modalités d'enseignement oral. Et il disait, je cite, « L'écriture ne peut produire dans les âmes que l'oubli de ce qu'elles savent en leur faisant négliger la mémoire. » Et apparaît déjà, à l'époque, une crainte que nous connaissons bien, c'est cette hantise des faux savoirs. Tu donnes, disait Platon, tu donnes à tes disciples la présomption qu'ils ont la science, non la science elle-même. Quand ils auront appris sans maître, ils s'imagineront devenus très savants et ils ne seront pour la plupart que des savants imaginaires. Eh bien, cette inquiétude-là, on la retrouve bien des siècles plus tard, à la Renaissance, chez les humanistes cette fois. L'imprimerie qui arrive est évoquée avec des accents apocalyptiques qui n'ont rien à envier à ceux qu'on entend aujourd'hui. Erasme, en 1526, se demande, je cite, « s'il existe quelque endroit sur terre à l'abri de ces essaims de nouveaux livres ». Et en 1600, Barnabé Rich, auteur anglais, déclare « un des plus grands tourments de notre époque est la multitude de livres qui pèsent tant sur le monde qu'il n'en est plus capable de différer cette abondance de vaine matière pondue chaque jour ». C'est vraiment très intéressant de se replonger dans tout cela. D'une certaine façon, vous vous rendez compte avec cette dernière phrase que la surinformation était déjà une problématique bien présente au XVIIe siècle. Donc l'écriture, l'imprimerie ont suscité des réactions analogues à celles que nous connaissons aujourd'hui avec le numérique. Et c'est toujours bénéfique quand on s'attaque aux défis du présent que d'avoir le recul que forge la connaissance du passé dans un cadre rationnel, apaisé, comme celui que vous nous offrez aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle je ne rate jamais vos rendez-vous. Alors je veux saluer bien sûr l'organisation de cette journée, mais aussi l'enquête que vous avez menée. Je veux vous remercier sincèrement pour l'engagement qui est le vôtre depuis maintenant 8 ans. Il y a au fond 2 questions quand on aborde la question du numérique et de l'échec scolaire. Que pouvons-nous en faire et que voulons-nous en faire ? Ou pour reprendre le titre de ce discours, une école créative et juste dans un monde numérique, à quelles conditions ?
Eh bien, la première condition, c'est de donner au numérique la place qui lui revient au sein de l'école, c'est-à-dire celle d'un outil au service des enseignants et des élèves pour mieux apprendre. Et c'est pour cette raison que le plan numérique que nous avons voulu déployer à partir de cette rentrée 2016 s'appuie bien sur 3 piliers: la formation des enseignants, les ressources et l'équipement. Pourquoi la formation ? Parce que le plan numérique à l'école n'a de sens que si les enseignants sont formés. Si l'intégration du numérique ne se fait pas d'abord par eux, alors les équipements seront des gadgets. Ce sont les professeurs qui vont donner du sens aux outils numériques en les intégrant harmonieusement, vous le décriviez fort bien tout à l'heure, à leur cours, et en faisant évoluer, leur pratique pédagogique. La formation au numérique, c'est une formation à la fois initiale et continue. Initiale quand elle se déploie dans les écoles supérieures du professorat et de l'enseignement. Continue, et ce dès aujourd'hui, avec par exemple le dispositif magistère, c'est-à-dire formation en ligne. Il y a déjà 46 programmes de formation en ligne qui sont aujourd'hui disponibles. Près de 252 000 enseignants qui les utilisent déjà. Et de nouveaux programmes et des MOOC vont être créés pour accompagner le déploiement du plan numérique. J'ai voulu par ailleurs, vous le savez, qu'en cette rentrée 2016, chaque enseignant puisse avoir suivi 3 jours de formation dédiée au numérique qui seront à nouveau reconduits l'année qui vient. Les professeurs donc doivent être absolument au cœur du numérique éducatif parce que ce sont eux les acteurs du changement et qu'ils sont par ailleurs une source importante de créativité. Et je veux vous dire, madame, que j'ai pris note de ce que vous disiez tout à l'heure. Vraiment, sérieusement, sur la nécessité de trouver un mode de reconnaissance valable aux professeurs qui créent des outils pédagogiques qui par ailleurs ensuite peuvent être partagés avec d'autres. J'ai eu la chance de me déplacer dans beaucoup d'établissements et j'ai rencontré de véritables pépites, des professeurs du premier comme du second degré qui ont construit des outils absolument incroyables et c'est vrai qu'il faut que ça trouve sa juste reconnaissance. Votre enquête montre à quel point c'est une attente forte de la part des collégiens que d'avoir en effet des professeurs qui soient en capacité davantage de les accompagner dans leur propre pratique du numérique. Donc former les professeurs. C'est une chose importante, mais là encore le deuxième pilier de notre plan numérique est tout aussi important, c'est-à-dire mettre à la disposition de ces professeurs des ressources innovantes. Parce que si on se contentait de scanner le manuel papier sur écran, je pense que l'intérêt serait tout limité. L'idée, c'est d'avoir évidemment des ressources spécifiques qui aient été construites pour avoir un apprentissage augmenté, comme on parle d'une réalité augmentée, de nouveaux logiciels, de nouveaux exercices qui permettent d'aller plus loin dans le détail, de faire travailler davantage de compétences académiques aux élèves. C'est l'objet de l'appel à projet que nous avons lancé l'année dernière, ça a pris des mois et des mois. Nous avons réussi à avoir de la part des éditeurs, d'un certain nombre de startups, des outils disciplinaires, des ressources disciplinaires dans chacune des matières que nous leur avions demandées. Et le 31 août dernier, eh bien, ça a été la mise à disposition de toutes ces ressources, dont je précise qu'elles sont évidemment gratuites. Et elles seront, ces ressources, complétées progressivement avec d'autres appels à projets. C'est donc le second pilier de notre stratégie. Pourquoi est-ce que ces ressources peuvent contribuer à la lutte contre l'échec scolaire ? Parce que, mais vous l'avez dit tellement mieux que moi que j'ai des scrupules à le répéter, mais je le crois profondément, le numérique en effet mobilise différemment l'attention des élèves. Le numérique d'ordinaire, il est réservé finalement à la vie privée des jeunes. C'est-à-dire à un temps qui, dans leur vie, n'est pas l'école. Du coup, en intégrant dans les enseignements des pratiques numériques, eh bien, on observe en effet que les élèves sont plus actifs, que ça renforce leur motivation, mais aussi l'ancrage mémoriel. Surtout, dans leurs pratiques de tous les jours, notamment dans les jeux vidéo, la progression se fait selon une logique d'essai, puis d'erreur, puis d'essai à nouveau, et de réussite. Et dès lors, en fait, ce qu'on apporte en quelque sorte à l'école, c'est cette logique-là. C'est-à-dire qu'on évite la notion de faute ou d'échec pour inscrire l'apprentissage dans une dynamique plus positive. Le fait de recourir à des outils numériques que les jeunes sont habitués à utiliser contribue aussi, vous le disiez tout à l'heure, à améliorer l'image que les jeunes se font d'eux-mêmes, parce que ça convoque leurs compétences et que ça les valorise.
Ainsi, va s'établir entre le savoir enseigné et la vie de l'élève, confère l'exemple de la bibliothèque dans laquelle on emmène son parent, une relation féconde sans laquelle, je crois, rien de solide ne peut s'édifier. Pourquoi est-ce que je suis convaincue de ça? Parce que quand on regarde ce qui fonde une scolarité réussie, on se rend compte que c'est généralement parce que le capital culturel d'un élève lui donne une certaine familiarité avec ce qui est attendu de lui à l'école, que ça marche. Qu'en quelque sorte, ça marche lorsqu'il y a un lien qui s'établit entre l'école et la vie de tous les jours de l'élève. Pour vous donner un exemple, lorsqu'on donne à étudier un texte de théâtre à un élève, et que du fait de son capital culturel, familial, il sait très bien ce qu'est un spectacle, il a déjà vu du théâtre, il en a lu peut-être aussi avec ses parents, peut-être même en a-t-il déjà fait dans des activités périscolaires, eh bien, il sera plus à l'aise pour étudier le texte de théâtre et répondre aux attendus des enseignants. Eh bien, le numérique, c'est aussi différentes cultures qui vont être ainsi convoquées à l'école et qui vont permettre à l'élève de faire ce lien-là. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de réduire l'école aux cultures numériques, mais d'en faire un appui pour aller plus loin. Pour voir par exemple comment la conception d'un jeu vidéo peut rejoindre des enjeux de narratologie, des liens. Et ces ressources que nous avons créées, eh bien elles commencent à faire ces liens et à faire leurs preuves. Alors, l'enquête PISA, qui portait sur le numérique, a montré plusieurs choses. Des effets positifs sur l'apprentissage de la lecture ou sur la résolution des problèmes de mathématiques. Ça, c'est quand même intéressant à noter. Et puis, elle a montré aussi, je ne l'ignore pas, et l'enquête contient aussi des réserves, les méfaits d'une utilisation qui ne s'appuierait pas sur un projet pédagogique solide. Mais je n'en tire pas comme conclusion que le numérique, du coup, est inefficace. J'y vois simplement des marges de progression que nous nous sommes justement efforcés d'exploiter en appuyant notre stratégie, je le disais, sur la formation des enseignants et sur les ressources pédagogiques. Et c'est là seulement qu'intervient le troisième pilier, celui qui est souvent évoqué en premier lieu, alors que dans mon esprit il n'arrive qu'en troisième, c'est les équipements. Parce que ces équipements, finalement, ils n'ont pas de sens si les deux premiers piliers ne sont pas là. Et ces équipements, ce sont des outils pour les enseignants et pour les élèves. Surtout, ces équipements, ils ne sont pas cantonnés à la salle de classe. Nous investissons aujourd'hui, même s'il y a une part de souplesse laissée au département pour choisir le type d'équipement auquel ils veulent recourir, mais nous investissons de plus en plus sur des équipements individuels mobiles, parce que tout l'enjeu, c'est d'instaurer cette continuité des usages dans la classe et en dehors de la classe. Et c'est ainsi que vont se renforcer, s'étendre les liens entre l'école et les élèves. D'une certaine façon, on pourrait dire que les écrans, loin de détourner nos jeunes de l'école, en fait, les y ramènent. Donc formation, ressources, équipement, cette cohérence, c'est celle du plan numérique pour l'éducation, et je crois que c'est la première condition pour faire, dans le monde qui est le nôtre, une école créative et juste, où le numérique est au service de la réussite des élèves. Ça m'amène à la seconde condition pour que ça marche. La seconde condition, je dirais que c'est de faire du numérique pas seulement un domaine d'usage, c'est-à-dire utiliser l'outil numérique pour améliorer la pédagogie, mais aussi un domaine de connaissance à part entière. Et votre enquête d'ailleurs signale un risque que nous connaissons bien, voire s'accentuer les inégalités au lieu de les résorber, ou comme le formulait William Gibson, le futur est déjà là, simplement il n'est pas réparti équitablement. La question, en fait, c'est plus tant celle d'une fracture en termes d'équipement. Vous estimez vous-même à 2 ou 3% le nombre de collégiens sans équipement technologique chez eux, mais celle d'une fracture dans les pratiques et les usages que l'on fait de cet équipement. D'ailleurs, qu'il s'agisse de l'immense majorité des élèves ou de la plupart d'entre nous adultes, soyons honnêtes, nous n'avons que rarement une réelle connaissance de ce que nous faisons concrètement sur Internet, sur un smartphone, sur un ordinateur portable. Pour une raison qui est simple, c'est qu'aujourd'hui règnent les interfaces. Alors c'est pratique, les interfaces. Je ne pense pas que ni vous ni moi ne soyons nostalgiques de cette époque où pour lancer un programme sur un ordinateur, il fallait entrer 50 lignes de commande et s'assurer de ne pas oublier une seule virgule ou 2 points sous peine de voir s'afficher syntax error. Mais si l'interface est pratique, le problème c'est qu'elle crée entre nous et les environnements numériques
une nappe épaisse de superficialité, si vous me permettez cet oxymore. DOS, pour revenir aux anciens équipements, n'avait pas que des qualités, mais il permettait, ne serait-ce que par les lignes de commande en question pour lancer un logiciel, d'avoir une appréhension du fonctionnement de l'informatique. Aujourd'hui, le clic, qui l'a remplacé, le clic occulte totalement cette dimension. Alors, bien sûr, je salue les progrès en termes d'interface qui facilitent l'accès de tous à l'informatique et au numérique, mais je déplore tout de même que le fonctionnement qui sous-tend ces environnements numériques soit largement méconnu, pour ne pas dire inconnu. Voilà pourquoi une école juste et créative dans un monde numérique passe aussi nécessairement par une évolution du contenu des programmes scolaires. Voilà pourquoi il était si indispensable que les nouveaux programmes scolaires, comme c'est le cas à cette rentrée 2016, qui ont été quand même repensés, je le redis ici, parce qu'il faut avoir conscience du chantier que ça a été sur 9 ans de scolarité obligatoire. Tous les programmes ont été repensés pour les rendre cohérents et progressifs et justement prendre en compte ces nouveaux défis dont nous parlons là. Les nouveaux programmes scolaires qui entrent en vigueur cette année incluent désormais l'apprentissage du code, de l'informatique, de l'éducation aux médias et à l'information. Parce que oui, la lutte contre l'échec scolaire suppose aujourd'hui encore plus qu'hier que nos élèves sachent apprendre à apprendre. Ainsi, à la fin de ce qu'on appelle le cycle 4, c'est-à-dire en classe de 3e, chaque élève doit savoir que des langages informatiques sont utilisés pour programmer des outils numériques et savoir réaliser des traitements automatiques de données. Il doit connaître les principes de base de l'algorithmique, la conception des programmes informatiques et les mettre en œuvre pour créer des applications simples. Oui, ce sont autant de compétences nouvelles qui sont désormais dans les programmes